Alexandre, 7e journée des frappes, puis j'allais dire des frappes en Iran, mais ce qu'on retient, c'est que de plus en plus, ce sont les offensives d'Israël sur le Liban là, qui marquent les esprits. Oui, encore aujourd'hui, prenons ça morceau par morceau. Là. Téhéran a été bombardé de façon assez intensive. Il y a plusieurs médias locaux qui font état d'une série d'explosions dans toutes sortes de quartiers de la capitale. Pour ce qui est des gardiens de la Révolution, eux disent avoir répliqué par une attaque combinée de missiles, de drones tirés vers Tel Aviv. Et l'Iran affirme avoir aussi mené des attaques sur des pays du Golfe. À Bahreïn, il y a un hôtel aussi et des immeubles qui ont été touchés, alors que l'Arabie saoudite et le Qatar disent avoir contré des attaques contre des bases militaires. Tu me parlais du Liban. C'est vrai, ça bouge beaucoup. Israël a bombardé intensément la banlieue sud de Beyrouth, qui est considérée comme le bastion du Hezbollah pro-iranien. Il y a eu une frappe, entre autres, qui a visé un immeuble à bureaux. Près de 2 centres d'accueil de déplacés. Il y a des secouristes qui ont retiré au moins un corps des décombres. Et l'intensification des frappes avait été annoncée hier par l'armée israélienne qui a parlé d'une nouvelle phase de la guerre. Maintenant, quel est le bilan en termes de chiffres, de victimes? L'Iran a annoncé hier que 1230 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, selon ce que rapporte le Croissant Rouge iranien. 105 sites et installations civiles au pays qui ont été attaqués jusqu'à maintenant. De son côté, le service de renseignement iranien dit avoir recensé 1332 attaques. Alors, c'est un peu le portrait de la situation sur le terrain en ce jour 7. On va en parler avec Stéphane Bureau, parce que je sais que c'est bien mystérieux pour... c'est comme ça réfère à rien dans ce qu'on connaît dans notre pays, là, ce qui se vit au Liban, c'est-à-dire que t'as le Hezbollah, t'as comme un groupe armé, une milice armée, qui est dans le Liban, mais qui travaille pas pour le Liban. Fait que, dans le fond, Israël est pas en guerre contre le Liban, mais bombarde un pays avec lequel il est pas en guerre pour détruire un groupe lui est financé par l'Iran. Parce que c'est pas le Liban qui finance le Hezbollah, c'est l'Iran qui finance le Hezbollah. Puis j'entends des gens dire « mais là, le Liban, pourquoi ils les endurent, le Hezbollah? » Mais c'est parce que nous autres, on n'est pas capable de se... au Québec, on n'est pas capable de se débarrasser de la gang à Pic-Turmel. Là. Fait que d'après moi, si on avait un groupe armé financé par l'Iran avec des milliers de combattants armés jusqu'aux dents avec des mitraillettes au Québec, on aurait de la misère à s'en débarrasser aussi, tu sais. Fait que le Liban est pas vraiment complice de ça, est pogné avec ce groupe-là sur son territoire. Sauf que pour l'honnête citoyen libanais, je veux dire, quand l'édifice à côté du tien est bombardé, puis tout ça, m'a dit que la vie est tough. C'est vraiment, vraiment terrible ce que vivent les Libanais. Bon, Trump qui continue de se garder présent sur la place publique, se vantant de ses succès. Il semble craindre quand même qu'Israël s'emmène trop large. Oui, il a accordé une série d'entrevues, notamment à NBC News hier. Oui, il y a la question d'Israël, mais il y a aussi la question du successeur de Ali Khamenei. Dans le cas du processus, Trump exige d'être consulté pour la nomination de nouveaux dirigeants. Alors, pendant cette entrevue-là, le président américain a dit qu'il souhaitait le démantèlement complet de la structure dirigeante actuelle, dit avoir plusieurs noms en tête pour qu'il soit remplacé par un bon dirigeant. Il n'a pas donné de nom précis, mais il y a toute la question du fils de Ali Khamenei. Trump veut rien savoir de ce scénario-là. Et maintenant, dans le concret, quelle est la suite des choses? Le rythme et l'intensité des frappes vont se poursuivre, selon le président américain, qui a exclu par le fait même la possibilité d'une invasion terrestre. Il était moins clair sur cette question-là dans les derniers jours. Là, il a fermé la porte en disant que ce serait une véritable perte de temps. Mais je ne sais pas si le régime, les gardiens de la Révolution en Iran vont désigner un nouveau guide suprême pour reprendre leur langage. Parce que tu comprends, mettons qu'ils le font, ils se mettent tout de suite un test, là. Parce que s'il est abattu dans les 24 heures, ça devient pour eux un signe de faiblesse terrible de dire, OK, là, on en nomme un, puis aussitôt, le Mossad, services de renseignement israéliens savent exactement dans quel building il se trouve, puis dans le 24 heures qui suit, il se fait assassiner. Alors, ce qui pourrait laisser en même temps, ce que ce régime peut vivre sans un guide suprême, là? Très bonne question. Pour les guider dans la lumière. Oui. Bon, la position du Canada qui se précise. Le Canada pourrait venir en aide à ses alliés au Moyen-Orient à se défendre contre les bombardements. Mais de quelle façon? Ça, c'est là où, effectivement, il y a des précisions. Les forces armées canadiennes qui ont tenu une rencontre, d'ailleurs, avec les alliés pour déterminer si l'aide du Canada est réellement requise. Et c'est la chef d'état-major de la Défense du Canada, Janie Carignan,
qui affirme que si les pays du Golfe Persique n'ont pas besoin de nous, ben ça ira pas plus loin que ça. L'armée devrait soumettre aussi une recommandation au gouvernement Carney à l'issue de cette rencontre-là. Mais bref, Mme Carignan affirme que le Canada n'a pas l'intention de prendre part au bombardement. Il y a plusieurs façons. On a déjà une présence en Europe. Est-ce que c'est simplement de renforcer cette présence-là en Europe? Mais tu sais, on est loin d'un scénario où des bottes canadiennes pourraient fouler le sol d'une quelconque façon. Plus tôt cette semaine, Mark Carney avait fait les manchettes en disant, lorsqu'il avait été questionné là-dessus, ben, que le Canada ne pouvait pas exclure à 100% une participation militaire là, au Moyen-Orient. Je mentionne aussi que Mark Carney est au Japon aujourd'hui pour rencontrer la première ministre. On va parler de défense, d'économie, de sécurité notamment. Le collègue Benoît Dutrisac va sûrement nous parler de ça tout à l'heure parce que c'est une inquiétude qui nous martèle souvent. Il y a des hauts responsables iraniens, des gens liés au régime, des gens liés aux gardiens de la Révolution réussissent à passer à travers les mailles du filet et s'infiltrer, rentrer au Canada. Est-ce que le Globe and Mail... Malgré notre vigilance en matière d'immigration. Mais on fait peur. Et ce qu'on apprend en une du Globe and Mail ce matin, c'est que les autorités canadiennes frontalières ont déjà identifié à peu près une trentaine de responsables iraniens qui devraient là, être empêchés de séjour dans le pays en vertu d'une interdiction fédérale dans un contexte de conflit. Dans ce cas-ci, l'Agence des services frontaliers... T'as bien dit qu'il devrait être interdit. Oui, parce que ça. dans les faits... Ouais. L'Agence des services frontaliers a enquêté sur 95 cas, peut-on lire là, dans le quotidien, de membres potentiels de haut rang. Et de ces 95 personnes-là, l'agence a identifié 28 qui, selon elle, sont interdits de séjour depuis que des hauts responsables iraniens ont été interdits de séjour en novembre 2022. C'est une augmentation comparativement à l'année passée. On comprend que le contexte actuel, est-ce que les mailles du filet sont suffisamment serrées pour contrer ce risque-là? C'est la question qui est dans plusieurs esprits, là, Mario, en ce moment. Et Desjardins qui nous présente un rapport sur l'inflation alimentaire, drôlement inquiétant, parce que surtout qu'il a été fait là, avant toute l'histoire de l'Iran. Et c'est ça qui est important à souligner là-dessus. Donc, les chiffres que je vais vous dire présentement, on ne tient pas en compte la flambée du coût du pétrole, le coût du diesel. Juste en m'en venant ce matin, là, dans la station tout près d'ici, là, l'essence est encore plus chère là, que la veille. Là. C'est une augmentation encore. Et le diesel est passé au-dessus des 2 $ oui, à peu près partout. Là. Ben oui, non, c'est ça. Alors, selon ce qu'on peut lire ça, entre autres, dans l'actualité, mais ce rapport-là du mouvement Desjardins, donc la pression inflationniste sur les aliments va être plus élevée que la moyenne. Alors, 2,1 % en 2026, 2,3 % en 2027, selon cette note dévoilée. Et dans les années 2010, la moyenne était 1,4 %. Alors là, on est en hausse de beaucoup. Et je vous rappelle, ça n'inclut pas ce qu'on vit là, depuis quelques jours avec le conflit en Iran. Jean-Antoine, au sport, il y a quand même plusieurs équipes qui sont sur le point d'entrer en série et qui se sont renforcées au cours des dernières heures. Tu vois, je t'ai parlé de certaines transactions beaucoup trop chères, je ne veux pas dire douteuses, là, mais tu sais, qu'on surpaye des joueurs. Hier, d'ailleurs, l'Avalanche a donné un choix de première ronde à Nicolas Roy. Pour Nicolas Roy, en fait, des Leafs, qui est un employé de soutien, bon gars, bon joueur, mais un choix de première ronde. C'est énorme. Là, on s'en allait vers ça. On paye cher présentement. Très cher. Ça, c'est sûr que M. Hughes, il n'aime pas ça payer cher. Pour des joueurs de soutien, tu sais, Michael McCarron, choix de deuxième ronde que le Wild a donné pour l'ancien du Canadien, qui s'est quand même construit une belle carrière. Mais tu sais, c'est très, très cher payé pour un autre employé de soutien. Mais tu vois ce que les Ducks ont fait. Les Ducks, d'ailleurs, affrontent le Canadien ce soir à Anaheim. Je les positionne, juste pour bien comprendre, là, sont derrière les Golden Knights, devant les Oilers, dans la division Pacifique. C'est la surprise de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Là, ils sont en feu présentement. Juste du gros hockey. Je pense qu'ils ont perdu une des 10 dernières, quelque chose du genre. La seule chose, toutes les formations de la division Pacifique, il y a 4 divisions dans la Ligue, là, le Canadien dans l'Atlantique, les Ducks dans le Pacifique, toutes les formations du Pacifique seraient exclues des séries dans l'Est. OK, fait que les Ducks sont bons, mais dans une division beaucoup moins forte. Même chose pour les Oilers et les Golden Knights. Ils ne feraient même pas les séries dans l'Est. Habituellement, c'était l'inverse. Hein? Il y avait beaucoup de grosses équipes. Il y a encore de très bonnes équipes dans l'Ouest. Là, on s'entend l'Avalanche, les Stars, le Wild. Mais dans la division Pacifique, sur la côte Ouest, les équipes
Ben, j'ai hâte de voir ce soir, notamment, parce que c'est peut-être pas le même rendement lorsqu'on superpose les deux côtés. Bon, revenons à leur geste, parce que c'est une équipe qui surprend avec des jeunes joueurs, le Cutter, Gauthier, Beckett, Seneki, Léo Carlson, c'est des gars de 20, 21, 22 ans. Et Ryan Poehling, d'ailleurs. Hein? Ryan Poehling, l'ancien du Canadien. Et c'est drôle parce que, là, je fais plusieurs parenthèses, parce que tout est un peu interrelié. Là. Mais Ryan Poehling a été envoyé aux Penguins de Pittsburgh dans la transaction avec Jeff Petrie, qui a ramené Mike Matheson. Mais lui aussi est en train de se faire une carrière pas pire, parce que hier, il a signé une prolongation de contrat avec les Ducks. 4 ans, 3,75 millions. Il joue bien avec les Ducks. Mais on a ajouté un vétéran à ce groupe de jeunes quasi prépubères, là. John Carlson. Mais là, il est blessé. Ouais. Fait qu'on le ramène, il va jouer pour les séries, là. Probablement. Il connaissait quand même une bonne saison. C'est un défenseur offensif, mais c'était un peu le bras droit défensif d'Alex Ovechkin. A gagné la coupe là, rendu à 36 ans, mais avait quand même presque un point par match cette année. Les Ducks ont donné un choix de première ronde pour lui. Mais ça, je trouve que dans une situation comme celle-ci, ça vaut plus un choix de première ronde que Nicolas Roy qui vient de donner du papier sablé, puis un peu de profondeur, puis... Tu sais, c'est un vétéran qui en a vu d'autres, qui va calmer le jeu, qui va aller rassembler des garçons de 21, 22 ans qui sont jamais allés en série. Tu vois, ça, c'est d'autant plus que l'équipe a misé juste tu vas voir venir ma question. Est-ce que le Canadien se renforce aujourd'hui? Là, il reste quelques heures parce que moi, je vois Buffalo télécher 2 gros défenseurs. Je vois d'autres équipes se renforcer autour. Là, ceux qui luttent avec le Canadien ont une place en série. Est-ce que le Canadien va bouger ou on pense qu'on a tous les effectifs voulus? Ben, je vais te ramener encore à la disponibilité financière. On peut bien souhaiter ce qu'on veut. Si on n'échange pas Patrick Laine, on n'a pas d'argent. Donc, tu sais, un va aller avec l'autre, probablement. Et je suis convaincu qu'il fait des appels, Kent Hughes, pour Patrick Laine. Mais, tu sais, Patrick Laine, c'est pas une deuxième chance, là. C'est une 5e chance. Donc, le pattern revient tout le temps, dans toutes ces équipes. Des problèmes personnels, des blessures, revient en force, redisparaît. Ça fait 5 fois. T'as oublié de dire des efforts inégaux. c'est ça. Fait que, tu sais, si on le sait, tout le monde le sait. Ouais. Disons ça comme ça. Moi, t'as raison. Un décès dans le monde de la chanson, un très, très grand, avec de gros succès. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient c'est des hymnes qui nous a laissés. Là. Ben, des chansons qui deviennent intemporelles, qui deviennent des monuments. Jacques Michel, qui nous a quittés à l'âge de 84 ans, né sous le nom de Jacques Rodrigue. C'est 300 compositions. Lui qui était malade depuis 3 ans. On dit que c'était éteint paisiblement, entouré des siens. On dirait qu'il y avait quelque chose de touchant dans la façon dont c'était dit. Tu te dis, bon, entouré des siens, ça nous permet d'ajouter un baume à cette triste nouvelle. Des chansons, il y en a plusieurs. Ça a été difficile d'en choisir quelques-unes. Bien, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Qui que tu sois, pousse la porte. Quand tu voudras, il y a une place pour toi. La 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 la. Écoute Léon, t'avais raison quand tu me disais t'es trop mouton. J'aurais mieux fait de suivre tes conseils. C'est vrai que les femmes sont toutes pareilles. Dernier spectacle, début 2025. Il devait faire des spectacles l'été dernier. Ça a été reporté. Finalement, il n'est jamais remonté sur scène. Fier de venir de l'Abitibi-Témiscamingue. Il a arrêté sa carrière sous les projecteurs dans les années 80. Il y avait une crise dans l'industrie de la musique. Puis il s'est concentré sur les émissions pour enfants. Le village de Nathalie, il a composé une centaine de chansons pour ça. On pense à la rue Tabaga aussi, près du boulevard Issel. C'est lui qui a co-signé les scénarios. Il était très impliqué. Et comme il était à l'écart des projecteurs, à un moment donné, il y a des gens qui, je sais pas, ont repensé reprendre ses chansons. Puis au début des années 2000, ça a redonné un second souffle. On pense à Sylvain Cossette qui a repris. À qui on va parler un petit peu plus tard dans l'émission, qui a accepté de nous parler. Évidemment, pas besoin de frapper. Qui a redonné une vie, une version puissante à cette chanson magnifique. En 2000, qui a continué de faire en concert. Puis après ça, est arrivé Star Academy dans les premières télé-réalités où Wilfred de Boutillier a gagné la première édition de Star Academy avec la reprise d'Amène-toi chez nous. Il y a eu Fred Pellerin qui a redonné sa version aussi en 2019. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour.
Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à 4, nous trouverons le tour. Viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Celui qui a renoué avec son métier en 2019, hein, c'est un premier album en 30 ans, l'album Tenir, qu'il a décidé de composer. Puis il dit, je peux pas croire que j'avais arrêté tout ce temps-là de d'écrire des paroles. Celui qui fouillait dans le dictionnaire, ça y prenait des jours, trouver le mot parfait, la bonne affaire pour que la chanson finalement vienne résonner. On le décrit comme un militant aussi. Un militant idéaliste et optimiste, humaniste, positif. Gentil. C'est revenu beaucoup dans les hommages qu'on lui a Je pense que quand on revoit les images de lui à une époque aussi, les dames disaient « bel homme ». Bel homme. Je pense. Oui, c'est ça aussi dans les années 70. Il était très populaire. Là. Il déplaçait les foules. Mais c'est comme si, il a été un peu moins présent dans les années 80, il y a une génération qui n'a pas compris à quel point il était grand. J'ai cette impression, il a gagné plusieurs prix aussi. Et c'est qu'il est parti en voyage à un moment donné. Ah, il a fait le tour? En voilier. Oui, c'est ça, en voilier. À un moment Oui. donné, il est parti, il est allé explorer le monde en voilier, voir aussi sur les réseaux d'information de belles images de lui qui circulent à la barre de son voilier. Il a fière allure à la barre d'un voilier. Tout un capitaine. Mais c'est beau de voir son évolution aussi, tu sais, très, très militant à oui, il veut une souveraineté, oui, il appuie encore, mais l'attitude qui change, tu sais, je trouve ça beau de le voir comme ça. Tous ses proches, nos plus sincères condoléances.